La RE 2020, véritable accélérateur de transition énergétique, une table ronde en partenariat avec Ciment Calcia sur Radio Imo. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Je suis ravi de vous retrouver dans cette collection que nous avons initiée. Le thème, il est dans le titre, vous l'avez compris. La RE 2020, on a mis un E à la place du T. On est passé de la RT 2012 à la RE 2020. Véritable accélérateur de la transition énergétique, c'est l'objet de notre, aujourd'hui, table ronde. Je souhaite bien évidemment que toutes et tous, si vous le souhaitez, vous pouvez communiquer, bien évidemment, liker, commenter. Ce sera toujours avec plaisir, il y a toujours beaucoup de bienveillance. Alors, c'est un véritable challenge pour l'ensemble de la société, la RE 2020, c'est longtemps resté un sujet d'actualité secondaire, c'est désormais sur le devant de la scène comme l'enjeu majeur des générations à venir, et Dieu sait que c'est bien le sujet du jour, que l'on parle de transition énergétique. Les acteurs, à tous les échelons de la société, de la multinationale au noyau nucléaire qui est la famille, se doivent de contribuer, de repenser à l'existence à l'aune des préventions ou des prévisions apocalyptiques émises par le GIEC. Voilà, vous l'avez tous vu, on a fait pas mal de papiers d'ailleurs sur la question, sur ce fameux rapport. C'est un formidable levier d'innovation, un sujet d'invention, un critère de compétitivité essentiel pour les entreprises de demain. Seulement voilà, en pratique, il ne suffit pas d'être rêveur ou beau parleur, il faut agir et dans certains cas, solutionner les situations complexes sur le plan technique. Mais ça, vous le savez aussi, la RE 2020, cette réglementation en faveur de la transition énergétique, elle a changé quoi finalement par rapport à la RT 2012, cette RT dont on a beaucoup parlé, et plus spécifiquement, quelles sont ses conséquences sur la filière du ciment français? C'est ce que nous allons tenter ensemble de décrypter avec nos invités pendant ces 45 minutes. Un débat d'ouverture à l'initiative des Ciment Calcia. Restez avec nous sur Radio Imo, c'est le débat. La RE 2020, véritable accélérateur de transition énergétique, une table ronde en partenariat avec Ciment Calcia sur Radio Imo. Et bien voilà, de retour sur le plateau pour ce sujet de la RE 2020, véritable accélérateur de la transition énergétique. Et je ne vais pas bouder mon plaisir, puisqu'elle est sur le plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Sophie Berthelier. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Comment ça va ? Très bien. Alors, vous êtes architecte et fondatrice de SBBT Architecture. Vous êtes membre de l'Académie d'architecture. Et vous avez d'ailleurs vous avez été lauréate du prix 2017 de Femmes Architectes. Oui, absolument. Un très beau prix et une belle reconnaissance. Oui, de l'ensemble de ma carrière, on peut dire, depuis déjà pas mal d'années. Alors j'ai le plaisir justement d'être souvent avec lui sur les plateaux. C'est le regard de l'expert aussi, qui nous remet aussi les choses dans le bon angle, en tout cas si je peux me permettre l'assertion. En tout cas c'est toujours un plaisir de le retrouver sur le plateau, c'est Stéphane Delomeau. Bonjour Sylvain. Comment ça va Stéphane? Très bien. Je suis ravi de vous voir sur ce plateau. Vous êtes directeur marketing et commerce chez Ciment Calcia. Merci d'être avec nous. Et enfin, Ronan Blanchard est avec nous. Bonjour. Bonjour Sylvain. Bonjour Ronan, merci d'être avec nous. Vous êtes président du directoire du groupe Rector Le Sage. C'est bien ça. Voilà. Nous allons, si vous le permettez, essayer d'échanger à l'aune de toute cette, on va dire, avalanche on va dire normative, cette inflation normative qui pèse, etc. Alors, pas de jugement de valeur sur pourquoi, etc. Simplement adaptation, qui est l'ADN d'ailleurs de l'entreprise, toujours s'adapter. Et même d'ailleurs, on va replacer aussi un certain nombre de choses, notamment sur le fait que Ciment Calcia a toujours été aussi précurseur sur un certain nombre de sujets. C'est bien de le dire, mais c'est mieux de le redire aussi pour ceux qui nous écoutent. Ça, c'est un sujet quand même important. Alors, je parlais de ce fameux millefeuille législatif. La RE 2020, donc la réglementation environnementale 2020, vient de poser une pierre de plus à l'édifice. En plus, voilà. Ça va ressembler à la tour de Babel bientôt. Entrée en vigueur qui est progressive, donc à partir du 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023. Et on va essayer de comprendre les changements qu'elle induit. Et ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est qu'on essaye de vulgariser un max sur ce qu'est la RE 2020. Parce que tout le monde ne comprend pas vraiment. On a des sons de cloche divers et variés. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un peu de pédagogie. Justement, c'est la première question pour Stéphane. Quels sont les 3 axes majeurs qui différencie la RE 2020 de la RT 2012. Stéphane Delomeau. Déjà, la RE 2020, je pense qu'elle amène une dimension qui est une dimension toute nouvelle, puisqu'elle tient compte d'un fait qui est un fait un peu nouveau, qui
qui est l'étape que la construction d'un bâtiment, c'est responsable d'une part importante des émissions de CO2 du bâtiment. Donc ça, c'est vraiment la dimension de l'Aéro 2020, et ça tout au long du cycle de vie. Donc ça, c'est le premier sujet. Donc c'est quoi? C'est un instrument qui permet en fait de mesurer quelque part? Oui. Et de façon très précise. Et de façon très précise. De façon très précise. Exactement. Donc, c'est la notion qui est introduite, qui est plus c'est moins. Et ça, c'est un vrai changement par rapport à ça, c'est un vrai changement. Donc ça, c'est un vrai changement. Et ça s'inscrit, par contre, dans la continuité de ce qu'était la RT 2012, puisqu'en fait, c'est pas non plus la disparition totale de la RT 2012, bien au contraire. Donc, la seule différence, c'est qu'elle tient compte du cycle de vie, et il y a une méthode de calcul qui est en place, et qui s'appuie sur l'analyse des cycles de vie, c'est les ACV. Donc ça, c'est le premier socle de la RE 2020. Donc après, quand on regarde, elle introduit des changements qui sont des changements un peu signifiants, un peu majeurs, très concrètement, puisqu'elle introduit la notion qui est le renforcement de la sobriété des bâtiments. Donc comment construire moins énergivore, très concrètement. Donc, elle prend en compte l'empreinte environnementale des bâtiments, ce qui n'était pas le cas précédemment, donc de manière assez précise, assez mesurée. Et elle donne une meilleure anticipation de l'inconfort d'été. C'est les 3 critères qui sont des nouvelles apparitions. Après, quand on regarde, là où la RT 2012, elle avait plutôt 3 indicateurs de mesure de performance. Donc l'Aéro 2020, elle en impose d'en calculer un nombre plus conséquent, puisqu'on est passé à un nombre de 9. Ce qui est quand même plus élaboré, plus établi. C'est 5 indicateurs de performance énergétique, donc nouveaux, qui permettent d'illustrer et du coup de mettre en perspective le bénéfice apporté par une construction donnée. Et 4 indicateurs sur l'impact carbone des bâtiments. Et c'est la vraie nouveauté. Ça, c'est clair, c'est le changement fondamental. C'est le changement fondamental. C'est le changement majeur. Et d'ailleurs, avec toutes les implications économiques, si je peux m'exprimer ainsi, parce que c'est aussi un enjeu important. Est-ce que je comprends, si je me mets à la place du public, que finalement, dans le mot environnemental, par rapport à la RT, ça a globalisé finalement un peu comme si on était en mode BIM, quoi. Une vision un peu plus globale, avec les impacts non seulement sur le matériau et la construction, mais aussi l'environnement, ce qui n'était pas tout à fait le cas de la RT. C'est exact. Ouais, c'est ça. On est sur ce... On est plus globalisé, et on intègre vraiment la construction tout au long de son cycle, dans ses consommations, dans l'énergie, dans son approche constructive. Et c'est un bilan qui est bien plus globalisé. Ouais. Alors, justement, moi, ce que je propose, c'est qu'on va rentrer de plus en plus dans le sujet. Sophie Berthelier, comment se déroule la prise en compte de ces mesures dans la conception du projet? Parce qu'il n'y a pas de doute, forcément, ça impacte aussi, ou ça change peut-être le paradigme habituel sur lequel vous bossiez. Oui, effectivement, on peut le voir de cette façon-là, mais en ce qui me concerne, tous mes projets que j'ai réalisés ont été conçus et créés pour apporter de la qualité de vie aux occupants, habitants et utilisateurs. Donc dans cette qualité de vie, il y avait bien sûr le confort thermique qui entre en ligne de compte, et le confort thermique, pas seulement l'isolation, mais bien plus encore, je dirais, la lumière... via la lumière naturelle, tenir compte de l'énergie passive en hiver, par exemple, et puis le confort d'été avec les protections solaires extérieures pour combattre la chaleur en été. Donc, c'est un phénomène que nous, on connaît très, très bien et qu'on a toujours travaillé sur ces points-là. En 2006, moi, j'étais aussi très impliqué dans le recyclage par le fait de trouver des matériaux dans des déchetteries et de les mettre au point sur des façades. Donc j'ai créé la médiathèque de Tours dans cette optique-là, puis ensuite des lycées. Vous étiez déjà dans une économie circulaire avant l'heure, quoi. Voilà, on peut dire ça comme ça. Il y avait eu déjà d'ailleurs des émissions de radio sur ce thème. Et donc pour moi, la RE 2020, ça vient asseoir en fait, d'une certaine façon, ma démarche. Et la rendre encore plus importante, enfin, en tout cas... plus vertueuse, on peut dire? Non, la démarche était un peu solitaire, on va dire. Oui. Il fallait convaincre, mais comme vous le savez, l'architecte, il a besoin de tous les intervenants, les fabricants, les constructeurs, les maîtres d'ouvrage, pour créer... Quand on a raison trop tôt, parfois c'est compliqué.
Oui, c'est souvent un peu plus compliqué. Et donc, moi, je suis vraiment ravie que cette RE 2020 sorte enfin. Déjà en 2012, on attendait que justement cette énergie passive soit prise en compte. Elle ne l'était pas. Parce qu'avec l'énergie passive, il y a aussi le phénomène de la lumière naturelle. Offrir plus de lumière naturelle, ça c'est notre leitmotiv dans l'agence, dans notre équipe. Et c'était parfois compliqué. Donc l'impact de cette RE 2020, l'intérêt aussi, c'est d'amener, comme vous disiez, une dimension complémentaire qui est celle de l'analyse globale. Et cette analyse globale, elle va nous permettre aussi d'utiliser des systèmes constructifs qu'on ne pouvait pas utiliser avant. La préfabrication, donc je pense que c'est aussi un élément très important. Le hors-sol, le hors-site, ce sont des outils qui vont nous permettre aussi de concevoir, d'avoir toujours la même façon de concevoir les choses dans la nature même de la conception de l'architecture, mais avoir des outils complémentaires. Donc voilà. Outils complémentaires, mais qui aussi optimisent, par exemple, les aspects ou l'impact logistique. Par rapport, ne serait-ce que le fait de préfabriquer, entre guillemets, réduit aussi la logistique. L'utilisation des remblais ou des matériaux existants sur les chantiers permet aussi de réduire l'impact environnemental parce qu'on récupère effectivement des matériaux. Le fait aussi que on se préoccupe, bon, c'est bien de le faire, mais de le rappeler, c'est qu'il y a des gens qui vivent dans ces bâtiments, et donc c'est bien de s'en souvenir. Ce que disait Stéphane est très juste, l'inconfort d'été, c'est des problèmes qui sont aujourd'hui gravissimes. Et Dieu sait que ça nous parle. Pourquoi ? Parce qu'on a un public qui est réceptif au changement climatique. Ce n'était pas le cas à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez de M. Dumont qui se présentait aux élections présidentielles dans les années 70 avec son col roulé, qui disait que quand il y aura un réchauffement climatique, on va tous avoir un réveil pénible. Il faisait rire tout le monde. Aujourd'hui, on parle de lui comme un prophète. Donc, effectivement, parfois avoir raison trop tôt, mais il y a une population aujourd'hui qui est totalement acquise à ces bouleversements environnementaux, et je m'en félicite. Et je salue d'ailleurs, et vraiment je le salue de façon très consciente et réelle, l'engagement d'entreprises comme Calcia, justement, sur cette problématique, parce que vous avez démarré très très tôt sur ce type de solution, contrairement à des images que l'on pourrait avoir, et c'est bien de le rappeler. Mais sur le plan de la réalisation des projets Renan Blachard, sur les projets bâtiments ou génie civil, quels sont, parce qu'il faut quand même le dire, les difficultés de mise en œuvre auxquelles vous allez devoir faire face? Parce que forcément, il y en a. Oui, il y en a, mais aujourd'hui, techniquement, on sait faire des bâtiments qui tendent vers la neutralité carbone. Le bâtiment carbone zéro, il n'existe pas, il n'existera jamais. Mais des bâtiments dont l'empreinte réelle est vraiment infiniment petite par rapport aux bâtiments d'aujourd'hui. La difficulté aujourd'hui, elle est plus économique, en fait, parce que dans la phase qu'on connaît, avec la terrible évolution, notamment des coûts des matières premières, de l'énergie, du transport et l'inflation qui revient hélas, le surcoût le surcoût réel mais modeste que va apporter la technologie bas carbone, je veux dire, en tout cas pour les produits de préfabrication, c'est qu'une toute petite part du prix d'enchérissement du logement. Et c'est une de nos préoccupations. Aujourd'hui, on est capable de faire des prédales bas carbone, et on en fait d'ailleurs, et on a commencé à en livrer, et j'espère bien que ce sera la majorité de nos livraisons demain. Mais une prédale bas carbone... Juste pour rappeler ce que c'est pour ceux qui nous écoutent. La prédale, c'est le produit préfabriqué qui permet sur les chantiers de venir faire un fond de moulage pour la dalle de compression, si vous voulez. Ça évite d'avoir à coffrer intégralement en chantier et d'être à 100% en coulé en place. Et c'est un gain de temps. Enfin, c'est tous les avantages de la préfabrication. C'est un gain logistique, c'est un gain de temps, c'est une optimisation de la matière. Ça permet le recyclage. Enfin, je ne refais pas toutes les vertus. Et économiquement, c'est mieux? Économiquement, normalement, c'est mieux parce que c'est optimisé, parce que vos armatures sont mieux calculées, parce que vos recettes de béton sont plus fiables, parce que les dosages ciment sont plus précis en usine que sur le chantier. Et c'est là qu'on voit que la tech, finalement, a de l'intérêt. La tech au service, finalement, de quelque chose qui va avoir du sens dans le schéma de construction globale. Indubitablement. Mais pour en revenir à la prédale bas carbone aujourd'hui, nos prédales bas carbone, attestées par des FDES évidemment, certifiées, elles ont déjà une empreinte carbone réduite de 50% par rapport aux prédales qu'on sortait il y a 3 ans. Avec des recettes simples et grâce à l'aide des cimentiers, bien sûr, au rang desquels Calcia joue un rôle important,
nos prédales bas carbone, aujourd'hui, l'empreinte carbone, elle est à 19 kg du mètre carré. La prédale de la profession type, elle est à 40 kg. Le Prémur, c'est pareil. Je viens de vous donner le chiffre du Prémur, d'ailleurs, pas de la prédale. Mais voilà, donc ces technologies-là, elles sont en train d'exploser, mais elles sont fiabilisées. Les process sont au point aujourd'hui. Le frein va rester plus l'économique, malheureusement, dans les années qui viennent, mais pas forcément lié aux technologies bas carbone. Une prédale bas carbone que vous produisez dans l'usine Rector, si possible, de Berre, à partir de 6 mois à jour, peut-être avec des laitiers, le prix de revient réel, c'est peut-être plus 5% par rapport à une prédale complètement carbonée. Et pour 5% de prix en plus, voire même pour un prix équivalent, vous livrez un produit déjà décarboné à 50%. Alors, vous avez dit qu'en 3 ans, il y a un effort absolument phénoménal, c'est même exponentiel quand on y réfléchit. C'est lié à quoi, cette formidable émulation ? C'est quoi? C'est la conjonction du fait qu'il y a une recherche et développement qui est beaucoup plus accrue. Qu'est-ce qui fait que ça s'accélère aussi vite? Parce que c'est bien de ça dont il s'agit, une grande accélération dans l'innovation. C'est la réponse à votre question. La RE 2020, véritable accélérateur de transition énergétique. Les planètes s'alignent. Il n'y a pas, voilà. Je pense que c'est multifactoriel, bien sûr. Donc finalement, tout ça était sous-jacent et demandait qu'à s'exprimer. Oui, bien sûr. Oui. Et pour ça, il fallait un cadre. Et finalement, la RE 2020 donne le cadre processuel, si je peux m'exprimer ainsi, je le pense. De le faire. Merci Ronan. Stéphane, est-ce que ces mesures vont jouer un rôle d'accélérateur, ne serait-ce qu'une législation ou une législation qui viendrait s'ajouter ou finalement compléter ce qu'il y a autour de la transition énergétique qui est déjà en marche? Alors, je dirais oui, mais à la fois non, quoi. Très clairement. Parce que vous devriez faire de la politique. Non, mais c'est ce que dit Sophie et c'est ce que dit Ronan. Moi, je pense qu'elle est la mise en évidence d'initiatives menées par des architectes et menées par des industriels qui étaient déjà très impliqués par le sujet. La profession aujourd'hui, quand on voit les réussites de ce début d'année, elles ne s'appuient pas sur de la transformation de ce début d'année. C'est des technologies qui ont bougé il y a de nombreuses années, c'est des réflexions qui ont été portées il y a déjà quelques temps. Et quand on regarde la filière, en tout cas pour le métier qui nous concerne directement, c'est cette réflexion qui est comment être moins consommateur d'énergie, comment faire des produits qui soient moins carbonés. Ça a commencé déjà il y a quelques temps. Je pense que la vraie nouveauté, par contre, possible de la RE 2020, c'est que c'est une approche, et elle est écrite et elle est connue de tous. Je pense qu'elle amène une forme de collégialité et probablement c'est un trait d'union entre les architectes, les industriels, pour dire comment construit-on demain matin. Comment cette RE 2020 se transforme en une opportunité pour des schémas constructifs évolutifs, Stéphane, et dans lequel il y a la place du béton. Stéphane, quand je vous écoute, et c'est très intéressant ce que vous dites, et j'y souscris parfaitement, finalement, vous le prenez de façon très positive, cette RE 2020. Quand je compare à certaines organisations, mais c'est un secret pour personne, comme les promoteurs immobiliers qui ont été vent debout lorsque les premiers textes sont sortis, mais ça vous le saviez déjà, vous faites finalement, et c'est ça qui est intéressant, et je pense que ça représente bien l'ADN de Calcia, vous en faites cette contrainte apparente, vous en faites une force. Oui, parce que... finalement, c'est intéressant ce discours, parce que j'allais dire, et je m'adresse à ceux qui nous écoutent, c'est une formidable capacité d'adaptation où finalement, au lieu d'agir, au lieu de subir, vous agissez et vous l'anticipez quelque part. Est-ce que c'est pas finalement quelque chose qu'on devrait prendre en compte pour irriguer, si je peux me permettre, l'ensemble de l'écosystème de la fabrique de la ville? Alors déjà, je pense très honnêtement que la RE 2020, il faut être prudent, puisqu'en fait, on en fait une lecture où on pense que le béton est la solution pour répondre aux exigences de la RE 2020. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Ne perdons pas ça de vue. Quand on regarde aujourd'hui, si on prend la dimension du CO2, qu'on prend l'émission de la quantité de CO2 par habitant en France, on fait 11 tonnes. Donc un Français, c'est 11 tonnes de CO2. Mais quand on ramène la déclinaison de ces 11 tonnes de CO2, il y a une part transport qui est significative, donc n'oublions pas ça. C'est le premier poste d'émission, c'est 2,8. Donc, après, vous avez le logement, c'est 2,4, puisque c'est vrai qu'on fait un peu l'amalgame. Donc, on voit d'ailleurs, quand on regarde les lots gros œuvre, lots second œuvre, tous les équipements, la durée de vie, et qu'on met ça en perspective sur la CV, on peut parfois se dire le béton est le responsable. Je pense que ce n'est pas que vrai. Donc après, il y a une succession. Notre alimentation, elle génère du CO2 aussi. Toute notre vie de tous les jours, elle génère. Donc, après, le béton, quand on met tout en relief, c'est 0,2.
0,2 le béton. Donc c'est 0,2. Donc l'aéro 2020, c'est important ce que vous dites parce qu'on va nous demander, on va nous dire, nos auditeurs vont dire, vous dites c'est 0,2, c'est 0. Oui. La source, c'est comment c'est? La source, on le sait, c'est des études qui sont faites, c'est pas un chiffre. Non, c'est pas un chiffre de communication. Voilà, c'est pas un chiffre de communication. C'est un chiffre. C'est étayé et vérifiable. Exactement. Voilà, non, mais c'est important parce que c'est intéressant dans ce que vous dites, parce que là, vous êtes en train de démonter tous les préjugés du béton bashing, entre guillemets, qui est un peu la solution facile, et vous l'avez rappelé très justement. Hein. Donc après, ça va aller au-delà. Donc réduire notre empreinte carbone sur le territoire, ça va peut-être changer nos modes de vie, ça va changer nos modes de consommation, et ça va changer nos modes constructifs. Donc voilà, donc nous, on est concernés par ça. Donc notre transformation, nous, industrielle, elle est déjà opérée depuis bon nombre de temps, embryonnaire, pas totalement finalisée. Et moi, je vois dans l'aéro 2020 quand même c'est un rendez-vous de discussion, et on le voit, le groupe recteur le sait, les architectes également. C'est un trait c'est une réflexion que l'on partage sur comment, de manière collaborative, trouve-t-on des solutions pour des constructions et des propositions de systèmes qui vont nous permettre d'atteindre les cibles visées. Et c'est ça l'opportunité. Et si je peux me permettre, elle a ce site particulièrement puissant qu'elle fixe des trajectoires. Exactement. Et ça, c'est novateur. Et c'est essentiel parce que ça nous dit, dans 3 ans, horizon 2028, vos bâtiments, ils doivent déjà avoir été décarbonés de tant de pourcents, et en 2030, c'est tant, et en 2040, c'est tant, et en 2050, c'est la neutralité. Tendre vers la neutralité. Et ça donne une vision, ça donne une visibilité pour tous les acteurs du bâtiment, et ça, c'est majeur. Ça change la perspective. Exactement. Parce qu'évidemment, alors là, je parle pour les industriels, mais je suis absolument persuadé que les architectes et les cimentiers font pareil. On ne s'amuse pas à développer et à essayer de pousser des systèmes constructifs qui vont répondre au prochain palier de la RE 2020. Et bien entendu que dans nos développements aujourd'hui, en tout cas dans le groupe Rector, on est déjà sur les étapes, sinon ultimes, du moins bien avancées à 15 ans. Et c'est en ça que c'est aussi un accélérateur de la transition énergétique. Parce qu'il y a une dimension quand même. Pardon, Sophie. Non, je dirais surtout aussi, ça remet la matière au cœur du débat. Oui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a des effets de avec le bois. Et là, je pense qu'il faut qu'on arrête. Voilà. Attention. Je suis pour le juste matériau au bon la mixité des matériaux. Vous avez une vision pragmatique. Vous avez une vision opportuniste opportunité pragmatique. Quand il faut du bois, il y a du bois. Quand il y a du béton, il y a du béton. Où il y a les deux. Et il n'y a pas d'opposition dogmatique entre les deux. Aujourd'hui, c'est incroyable. Quand on fait un concours d'architecture, il faut avoir construit tout en bois, structure bois, panneaux en bois. Et si vous n'avez pas ces références-là, vous vous faites blackbouler. On a beau mettre de la terre cuite, les collectivités locales, comment dire, on devrait les informer un peu plus. Il y a une éducation. Donc c'est pour ça que pour moi, la RE 2020, c'est mettre la matière au cœur du débat, parce que enfin, on va peut-être pouvoir promouvoir des matériaux, nous utiliser aussi des matériaux, puisque voilà, c'est la matière, c'est un outil pour arriver à la conception ou au projet qu'on souhaite développer. Donc ça va mettre, je l'espère, cette matière. C'est marrant, vous avez parlé de la terre cuite. Dans mon édito sur BFM Business, j'ai fait un papier sur la Steinway Tower, vous savez, à Manhattan, la tour crayon, 18 mètres de large d'empattement. Terre cuite et bronze. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Hein. 435 mètres de hauteur. C'est extraordinaire. C'est un vrai morceau d'architecture. Bon, je ne suis pas sûr qu'en France, on soit fan des mêmes ouvrages de grande hauteur, mais c'est vrai que si on compare avec des empattements comme la tour Triangle, par exemple, qui est prévue porte de Versailles, non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, il n'y a pas d'école de pensée. Il y a simplement une vision pragmatique du territoire dans lequel on s'adapte en fonction des matériaux choisis. Mais vous avez raison sur les concours et les appels publics, souvent une espèce de focalisation sur le bois qui parfois est assez insupportable, on peut le dire. Absolument. Oui. Et malheureusement, les élus sont nourris par une espèce finalement de prise de conscience, soi-disant, du public qui voudrait que on ait de l'ossature bois. Oui, mais pardon Sophie, mais du coup, Sylvain, je pense que la RE 2020, dans la mesure où elle donne une lecture, où du coup elle donne des cibles, elle donne des indicateurs, elle nous permet aussi, nous, filière béton, de communiquer nos chiffres, de communiquer nos résultats, d'innover et de mettre en évidence notre capacité. Aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont. On n'a aucune difficulté en l'état pour réaliser des bâtiments
et d'atteindre les cibles qui sont les cibles définies sur le court terme. Et puis il y a quelques vérités juste physiques à rappeler. Je ne suis pas lobbyiste du béton. On est préfabricant de produits béton bas carbone aujourd'hui. Demain, c'est évident qu'on ira vers le biosourcé. Demain, nous serons préfabricants de produits qui seront des bétons de bois, très certainement, parce qu'on mettra le bon matériau au bon endroit. Mais quand vous voulez, on commence à parler, et on a bien raison, et la RE 2020 fait plus qu'en parler, du confort thermique. Quand vous voulez de l'inertie pour pas cher, il vous faut de la masse. C'est du béton que vous irez chercher. Si vous voulez de la résistance en compression pour pas cher, en local, avec du granulat qui vient de la carrière d'à côté à 5 km et pas du bois qui vient de l'Alaska ou du Canada et qui a fait le tour du monde, c'est du béton. Quand vous voudrez un beau plancher, quand vous voudrez quelque chose de chaleureux, si vous voulez de la résistance en flexion pour partager, là vous irez sur le bois. Ronan, il faut absolument que vous preniez la parole plus souvent parce que c'est tout à fait le sujet du jour. Ce que vous dites, c'est que vous faites la description de l'opportunité spécifique de chaque territoire à choisir en toute liberté ce qui est compatible avec la région. Parce que chaque région, bizarrement, n'a pas le même climat, n'a pas les mêmes aspérités territoriales. Mais ça, vous le savez pour l'architecte que vous êtes. Effectivement, et je trouve que c'est une bonne opportunité. Là où vous avez absolument raison, Stéphane, il faut le rappeler quand même, c'est que justement, la RE 2020 fixe un cap global dans lequel il n'y a plus de débat possible. Et donc, du coup, on va revenir finalement. Mais encore une fois, il y a toujours quelque chose de pendulaire dans les écoles de pensée. C'est le cas aussi en architecture. Et les élus, en ce moment, ils tripent absolument sur le bois. Ils focalisent là-dessus. On les reçoit très régulièrement. Et c'est important de rappeler que finalement, on a aujourd'hui des solutions bas carbone dans le béton. C'est une réalité. Et c'est bien du béton dont on va parler pour la deuxième partie de notre mission, qu'on a titrée en disant « Et le béton dans tout ça ». Impossible de nier effectivement que le béton est l'un des mauvais élèves quand il s'agit d'empreinte carbone. Mais quand on voit aujourd'hui les efforts qui sont faits, on relative énormément. Et donc, c'est intéressant de suivre le cheminement en fait, de la filière. Et ces initiatives sont entreprises pour minimiser donc l'impact de la filière. La filière, d'ailleurs, joue par ailleurs un rôle social et économique non négligeable dans le paysage industriel français. Si j'en tiens simplement compte que les cimenteries sont toujours placées finalement aux abords du périphérie pour des raisons qui sont liées à l'internature même de l'activité. Donc il y a aussi un impact social et sociétal, si je peux m'exprimer ainsi, Stéphane, pour les cimentiers, qui est non négligeable. Je vous propose que l'on parle de ça et qu'on entre encore un peu plus dans le détail pour la deuxième partie du débat. La RE 2020, véritable accélérateur de transition énergétique, une table ronde en partenariat avec Ciment Calcia sur Radio Imo. Alors vous me permettez de faire un petit jeu de mots. On va dire qu'on ne fait pas de langue de bois. Mais le bois c'est très bien. Mon père était directeur général adjoint de l'ONF et j'aime beaucoup les arbres. Mais d'ailleurs, je pense que c'est pas l'affrontement des matériaux. Non, la RE 2020 c'est pas l'affrontement. Non. C'est la complémentarité. Oui. C'est pour ça d'ailleurs dans les d'autres tables rondes, je demanderais à ce qu'on invite aussi des promoteurs, des promoteurs qui ont une vision aussi de la distribution et même pourquoi pas des usagers pour leur demander ces éléments-là. J'allais dire sans moi, l'empreinte carbone du béton était non négligeable. Elle était non négligeable. Elle est non négligeable, mais la filière s'organise d'ailleurs par anticipation avant même que les lois leur tombent dessus. Ce qui était le cas de Ciment Calcia, puisque ça remonte à plus de 20 ans, les travaux de recherche et de développement avec les formules béton. Je crois que vous êtes à 250 formules béton, me semble-t-il. Un peu plus, peut-être. Les formules béton, elles sont multiples, mais... Est-ce que vous pouvez, vous, avec votre expertise, Stéphane, nous dire quels sont les moyens pour décarboner cette industrie, comment on peut la structurer? Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Alors déjà, on peut prendre l'origine. Quand on prend un mètre cube de béton, le ciment apporte du CO2 dans un mètre cube de béton. Donc nous, on travaille sur la transformation industrielle de nos outils. Donc ça, c'est la première phase. Donc clairement, c'est comment proposer demain des ciments moins carbonés avec une cible qu'on s'est donnée au niveau de notre groupe, qui est une cible très engageante. C'est notre CIO, le président d'Heidelberg Cement, c'est déterminé, c'est très engagé et très volontariste. Donc on va réduire notre empreinte CO2 de 30% à horizon de 2025. Donc c'est quand même très significatif. C'est demain matin. Donc voilà. Ça passe, parce que ça, il ne faut pas le nier non plus. Et quel que soit l'opérateur de la filière, qu'on soit cimentier ou industriel préfa, ça passe par des investissements, ça passe par de la transformation, ça passe par de l'innovation renforcée. C'est pour ça que je trouve que c'est une opportunité et c'est une création de valeur, puisque investir dans le territoire en France, c'est créer de la valeur pour le futur. Donc nous, on investit quand même 450 millions d'euros dans notre dispositif industriel
pour avoir des cimenteries renouvelées, transformées et capables de produire la matière première issue de la cuisson, pour avoir des valeurs de carbone qui nous permettront demain de faire des ciments à empreinte plus réduite. Ça, c'est le premier axe de travail. Le deuxième axe de travail, c'est la composition même des ciments. On vit un héritage du passé où on utilise en France des ciments qui sont on les appelle communément des ciments purs quasiment. Ils sont contenus de presque 100% de clinker. Demain, la transformation qu'on met en œuvre, cette fois-ci, le deuxième axe, c'est comment proposer à nos clients des ciments à performance approchante, puisqu'il y a une forme de renoncement. Il faudra accepter de ne pas travailler de la même façon demain matin. C'est pour ça que je dis que ça nous met tous autour d'une table pour discuter, partager. De renoncement sur des pratiques qui étaient... Sur les pratiques, il ne faudrait pas inquiéter nos... Non, mais voilà, des renoncements sur des pratiques, mais non pas sur la qualité. La qualité ne sera pas mise en risque, mais la rapidité d'exécution, la rotation des moules, l'accélération peut-être, en tout cas l'utilisation des outils existants. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Donc on travaille cette fois-ci sur faire des ciments avec des compositions d'ajouts, avec des ajouts existants. Donc, et on étudie des nouveaux ajouts qui amèneront des propriétés en fonction de la disponibilité des matières premières. Donc, comme disait Ronan, ça peut être des laitiers, ça peut être des argiles calcinées, ça peut être de la pouzzolane, ça peut être énormément de choses. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas au terme de cette exploration. Donc ça, c'est absolument nécessaire. Après, le troisième axe qui est absolument nécessaire, pour lequel on est dans des métiers... On est des métiers très normés et très encadrés, parfois un peu rigides, probable. Mais il faut aussi dire comment je peux formuler le mètre cube de béton cette fois-ci, quel dosage dont j'ai besoin. Donc ça, c'est le troisième axe. Est-ce que je suis trop dosé, pas assez dosé, la densité de l'armature. N'oublions pas que l'armature, ça amène aussi du CO2 dans la construction. Oui, donc est-ce que j'ai le taux de ferraillage qui correspond bien à ce dont j'ai besoin ou pas. Donc là, il faut se remettre en réflexion. Donc ça, c'est le troisième axe. Et le quatrième, c'est est-ce que j'utilise le bon béton au bon endroit? Aujourd'hui, on est un peu communément, on fait du béton et on dit, voilà, quel que soit l'endroit, je mets le même béton. On n'a pas la nécessité probable, en matière de résistance à la compression, en matière de résistance à la flexion, en matière d'épaisseur, du même béton dans tous les endroits et dans toutes les parties d'un bâtiment construit. Et puis le cinquième axe, c'est quel système constructif? On va peut-être, alors du coup, là, effectivement, ça milite pour une production de pièces béton hors site, parce qu'on peut arriver avec des pièces prêtes à poser, peut-être des épaisseurs réduites, parce qu'on a travaillé différemment, on a mis en place un processus d'optimisation. Et ces 5 items nous permettent de tendre vers la réduction de l'empreinte carbone d'un bâtiment construit, que ce soit un bâtiment d'habitation, un bureau, un bâtiment tertiaire, un hôpital. Donc voilà, donc c'est pour ça que je reste convaincu. Et d'ailleurs de tendre vers justement... De tendre vers la neutralité. Alors, pour tendre vers la neutralité, il faudra rajouter quand même d'autres actions, bien au-delà, pour lesquelles aujourd'hui on est en démarrage. Il faut utiliser des granulats qui seront des granulats issus de la déconstruction. Justement, je voulais vous poser la question. On parle beaucoup aujourd'hui de récupération, de réemploi des granulats. Vous avez parlé de décarbonation. C'est très important parce que les mots ont leur importance. Décarbonation. Vous êtes en train de travailler un processus de décarbonation massif, si je peux m'exprimer ainsi, de la filière béton. Est-ce que, je pose une question bête, mais est-ce que dans l'intégration des granulats recyclés, on n'est pas vraiment dans le cœur de l'économie circulaire, Stéphane? Ah si, on est dans le cœur de l'économie circulaire et on est surtout dans l'aptitude apportée par la solution béton. La solution béton, elle se déconstruit. Et elle se déconstruit et on peut réutiliser. Le béton, on peut le réutiliser, on peut le réexploiter, on peut le concasser, on peut récupérer les granulats pour refaire de nouveaux bétons. À l'infini. À l'infini, c'est un truc à l'infini. Mais c'est une matière... Et les fines... C'est comme une matière vive, quelque part. C'est presque une... vous savez, on parle beaucoup d'énergie non renouvelable. En fait, c'est une matière dont le cycle de vie est infini. Alors, la capacité de réusage, elle est importante, assurément. Les éléments fins, qui seront des éléments carbonés, puisque le béton, il a une particularité, c'est qu'il capte du CO2 aussi. Donc, il y a une partie de la surface qui est... puisqu'on refait du CaCO3, donc on a tendance à le recarboner. Les éléments fins qu'on va réutiliser, on va les réintroduire dans le processus cimentier. À terme. Et on réintroduira des éléments fins qui eux-mêmes ont été chargés en CO2, qui amèneront une valeur négative et qui contribueront. Donc ce matériau, moi je le trouve absolument pas dépassé, je le trouve même plutôt contemporain. Et je pense qu'il va nous permettre de répondre au mieux à toutes Quel ces est ce exigences. projet, Stéphane Lhomeau, Circo 2, la
Oui, Circo de béton, c'est des projets. C'est la carbonatation des granulats. Oui, c'est la carbonatation des granulats. Donc, la capacité d'un granulat, c'est sa surface d'enrobage. Bon, il a une surface spécifique. S'il passe dans des chambres un peu d'accélération où on met du CO2, il a la capacité de captage. Donc, la capacité de captage qu'il utilise, ça veut dire qu'il donne la possibilité de comptabiliser, au même titre que d'autres matériaux, qui le font sur des cycles un peu de nature différente, de tirer le bénéfice du captage du CO2 et de rentrer cette valeur négative en contribution dans le calcul. Si c'est un peu trop technique en langage paradoxalement, moins technique. Paradoxalement, j'ai vraiment tout compris. Mais c'est fondamental. Il y a des termes techniques, etc. Mais je veux bien. Mais permettez-moi de compléter. Je voudrais vous entendre là-dessus, justement, Ronan. Donnez-moi une illustration, s'il vous plaît, concrète de maîtrise d'œuvre qui intègre ces process de fabrication qui sont entre guillemets plus vertueux. Et est-ce que c'est quelque chose que l'on songe d'emblée lorsqu'on se lance dans un nouveau projet, justement? Dites-nous un petit peu de... voilà. Oui, en tout cas, pour ce qui concerne Vector, aujourd'hui, dans nos projets de développement à moyen long terme, mais même ceux en cours, la notion de réduction de l'impact carbone et de frugalité, elle est obligatoire. Un projet qui rapporterait beaucoup d'argent au groupe, mais qui ne répondrait pas à au moins un des grands enjeux de la RSE, pour faire simple, il est impitoyablement éliminé, ça c'est clair. Et l'illustration qui me vient sur ce que vient de dire Stéphane, voilà, on travaille sur le ciment, les cimentiers travaillent sur le ciment, les bétonniers et les préfabricants travaillent ensuite sur les recettes. Une fois qu'on a un peu décarboné le clinker, si j'ose cette expression, on va aller optimiser les recettes, on va aller chercher à recycler le granulat, on va chercher à optimiser les dosages, donc à mettre moins de ciment dans le béton. Et une fois que j'ai ce béton décarboné, je vais aller chercher à pousser des modes constructifs qui vont utiliser moins de béton, donc la frugalité. Et l'exemple qui vient en tête, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, dans le logement collectif, à 90%, on continue à avoir des modes constructifs performants, certes, mais extrêmement gourmands, en faisant du coulé en place et en faisant venir un nombre colossal de toupies sur chantier et en remplissant, en mettant du mur porteur partout, en fait, alors qu'en fait, c'est pas nécessaire. Donc la deuxième étape, c'est de pousser des modes constructifs, bien sûr avec des bétons bas carbone, mais plus frugaux. On va pouvoir, juste sur un système, par exemple, poteau-dalle, oui, poteau-dalle d'ailleurs, plutôt pour Rector, on va pouvoir réduire déjà, magiquement, de 15 à 20% le volume de béton sur le chantier, à résistance comparable du bâtiment petit 1, et surtout, ça a ce site très vertueux que la matière qu'on ne met pas, on ne l'achète pas, et elle ne carbone pas notre atmosphère. Petit 2, c'est vertueux parce que les descentes de charge sont moins grandes, donc on va aller évidemment réduire les fondations, etc. etc. Donc, il y a les avantages de la préfabrication. Petit 3, enfin, j'ai fait des trous partout dans mon bâtiment. Et l'architecte va me dire, dis donc, Ronan, tu m'as mis à disposition des planchers, je peux en faire ce que je veux, c'est recyclable à l'infini, c'est vachement souple, je suis content. Comment je fais pour remplir tous les trous et tous les murs porteurs que tu as? Et bien entendu, la phase 3, c'est les bétons biosourcés et c'est l'apport de carbone négatif. Et là, non seulement on va réduire fortement l'impact, mais on va vraiment tendre vers la neutralité. Moi, je trouve ça super. Sophie, ça vous évoque beaucoup de choses. Oui, ça m'évoque le fait que cette démarche, il faut qu'elle soit suivie par les entreprises générales, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il ne faut pas se voiler la face. Nous avons du travail de conviction. On est les premiers à défendre le système poteau-poutre parce qu'on travaille sur l'évolutivité du logement. Enfin, par exemple, pour les logements, l'évolutivité, le changement de programmation dans des bâtiments, par exemple, des bureaux qui peuvent se transformer en logement, etc. Donc, je pense qu'il faut arriver à convaincre une partie des acteurs du bâtiment. Mais bon, donc j'espère que cette RE 2020 va aussi aller dans ce sens-là. C'est le sens de l'histoire. Donc, et nous, on n'attend que ça, d'avoir des évolutions dans tous les matériaux qu'on utilise actuellement pour avoir des coûts carbone très, très, très réduits, le plus réduit possible. Alors, on a bien compris que la filière ciment s'attelle à la recherche et au développement afin de réduire son empreinte carbone. J'aime beaucoup l'idée, effectivement, qu'on parvient à une solution qui tend
important, hein, vers la neutralité. D'ailleurs, si l'inventeur du biociment nous écoute, eh ben, qui se manifeste, parce que celui qui inventera la martingale d'une neutralité à 100%, etc. Mais je rappelle juste que quand Nicolas Hulot avait parlé de la neutralité carbone en 2050, il disait, rappelez-vous dans son wording, il disait on tendrait vers. Hein, il n'était pas, faut pas non plus faire preuve de naïveté. Alors, il faut quand même évoquer cette chose de façon importante parce qu'on a un public réceptif, on a des élus réceptifs, on a un aménagement qui est réceptif. Et j'aimerais qu'on parle de cette dernière partie. Il me reste quelques minutes justement qu'on parle de cette première partie. Un petit jingle et on se retrouve tout de suite après ça. La RE 2020, véritable accélérateur de transition énergétique, une table ronde en partenariat avec Simon Calcia sur Radio Imo. Voilà une dernière partie de l'émission justement sur laquelle je voudrais qu'on insiste sur un sujet, Stéphane, c'est est-ce qu'on peut parler d'un rôle économique et social vertueux quand il s'agit de parler des cimenteries françaises? Enfin. Moi, je dirais que oui. Donc, une cimenterie, déjà, ça ne se déplace pas. Donc, c'est un ancrage fort du territoire. Hein, donc, oui, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est bien de le rappeler aussi. Non, mais donc c'est le premier constat. Il y a une économie, il y a des emplois. Il y a une économie, ça il y a une économie, il y a des emplois, et ça ne s'oppose pas à l'environnement, et ça ne s'oppose pas effectivement à la construction. Au contraire, il y a une solution de construction. Vous savez, au moment où on se parle, on le sait, hein, Sophie, actuellement, on est en panne de logements neufs dans ce pays. Nous avons les mêmes autorisations d'urbanisme d'il y a 40 ans, sauf qu'il y a 40 ans, il y avait 15 millions d'habitants en moins. Voilà. Juste remettre les choses un peu dans le... Donc, merci Stéphane de rappeler que ces cimenteries jouent aussi un rôle social et sociétal dans la ville et dans les petites et moyennes métropoles. Donc c'est un ancrage local et un ancrage territorial qui est assez prononcé. En plus, demain, dans la mesure où on va vers des installations qui sont modernisées, qui sont rajeunies, donc elles s'intègrent pleinement, à mon avis, dans la dimension sociétale que l'on peut entendre de notre industrie. Après on a des rayons de distribution qui sont relativement assez courtes. Hein, donc aujourd'hui, une tonne de ciment, ça ne se déplace pas sur des milliers de kilomètres. Hein, donc une cimenterie, ça livre 200, 250 kilomètres. Donc on est quand même sur vraiment de la proximité. Parce que juste pour le public qui ne connaîtrait pas du tout le métier, on ne peut pas faire autrement. Parce que c'est très difficile de faire autrement, et parce que pour une cimenterie, il faut de la ressource. Vous devez être proche de chantier, de proximité. On doit être proche de la ressource, proche des bassins de consommation. Et aujourd'hui, quand vous prenez la cartographie du territoire, cette fois-ci, je vais parler au titre de la profession, on voit très bien que les cimenteries, elles sont ancrées dans les bassins de consommation au plus proche et qu'elles répondent aux besoins et à la demande. Donc, après, en matière d'emploi, il y a les emplois directs, mais il y a tous les emplois indirects. Hein, donc, on est une industrie. Donc on a des sous-traitants, des co-traitants, des transporteurs, des collaborateurs directs. C'est le cas de nos propres clients. Hein. La filière béton dans sa globalité est significativement présente dans le territoire. C'est une industrie très locale, très locale. Donc c'est absolument essentiel. Hein, donc, très local, ça veut dire qu'il y a de la taxe professionnelle. Sans doute. Et ça, je confirme. Messieurs les élus. Non, mais c'est important parce que parfois on demande à certaines cimenteries de se mettre un peu plus derrière, alors qu'elles participent aussi dans certains environnements. Et donc c'est important de le dire. Après, la cimenterie, elle a aussi un rôle qui est parfois très méconnu, hein, parce qu'on n'en a pas assez peu parlé au fil du temps. On est une des rares industries en France à être une industrie de cuisson. C'est très rare, hein. Aujourd'hui il n'y en a plus beaucoup. La température de flamme d'un four, c'est 2000 degrés, ce qui veut dire que ça nous donne quand même la possibilité, et c'est aussi la transformation qui est en train de s'opérer, hein, puisque demain c'est plus éviter l'utilisation de combustibles fossiles, hein, type charbon, type petcoke, mais d'utiliser des combustibles dits alternatifs. Les combustibles alternatifs, c'est des résidus, très clairement, donc qu'on va trouver et qu'on génère dans notre consommation du quotidien. C'est les pneus de votre voiture quand ils sont usagés, c'est les huiles, c'est trouver tous les substituts, tous les résidus. Mais c'est du déchet de la consommation. Alors on pourrait les appeler déchets, voilà, pour lesquels on ne trouverait pas. C'est la solution. On ne trouverait pas d'exutoire, difficilement. Si on les mettait aujourd'hui dans un incinérateur d'une collectivité, ça serait quand même fondamentalement différent. Les températures ne sont pas du tout de même niveau, donc, ce qui fait qu'ils n'ont pas la capacité à. Et c'est un rôle qu'on joue et pour lequel je pense que c'est assez méconnu, cette dimension. Et nous, le sens de nos investissements, il va aussi vers ça. C'est important, Stéphane, ce que vous dites, et c'est aussi le sens
de nos émissions, de nos tables rondes, de contenu qui s'apparente finalement à la construction d'une collection. J'en suis très fier, justement, pour justement démonter ces éléments-là. Et c'est pas du marketing, mesdames et messieurs qui nous écoutez. Nous avons du contenu. Et je pense que j'aime bien l'idée de la conception abstraite, une pensée intellectuelle qui précède l'acte de construire. Parce qu'il ne peut pas y avoir de pratique sans théorie. Et c'est très bien d'allier les choses. Il est l'heure de nous quitter, mais avant de nous quitter, je voudrais vous laisser juste un mot de conclusion à chacun. Voilà, le mot, si on devait qualifier d'un adjectif, et j'étais très heureux de partager ce moment avec vous, je vais commencer par vous, Ronan Blanchard. Vous me prenez un peu au dépourvu, mais je pense quand même que c'est confiance. C'est confiance. La RE 2020 est un accélérateur net de transition énergétique. On a aujourd'hui toutes les solutions techniques pour s'aligner sur la trajectoire et faire même peut-être plus vite. J'en suis assez persuadé. Moi, je suis persuadé que l'industrie du bâtiment de façon générale, ou la chaîne du bâtiment, ça commence par l'archi, ça finit par le préfabricant, par l'entreprise, s'adapteront et seront plus rapides. Cette réglementation n'est pas parfaite, évidemment, mais il faut voir le verre à moitié plein. C'est un accélérateur et c'est une source d'opportunités extraordinaire, donc saisissons-la. J'aime beaucoup ce mot, confiance. Sophie Berthellier. Donc moi, je vais continuer avec conscience. Je pense que la RE 2020, c'est une conscience collective. C'est justement mettre au centre l'idée de sauvegarder notre planète telle qu'elle est et de mettre tout le monde un peu devant ses propres réticences et ses propres responsabilités. Merci Sophie. Stéphane. Alors moi je dirais que la RE 2020 pour notre filière béton c'est un trait d'union, que c'est fédérateur et collaboratif. Eh bien moi je dirais que pour qu'il y ait un trait d'union collaboratif entre toutes les parties prenantes, et pour en avoir conscience, encore faut-il avoir confiance. Pour tout ça, c'est la conclusion de notre table ronde. Merci à toutes et à tous pour ce débat très constructif sur l'antenne de Radio Imo. On en est très fiers à l'initiative, rappelons-le, de Calcia. On espère vous avoir permis d'ailleurs de mieux comprendre la filière ciment. Acteur, on l'a rappelé, en mutation, réellement, et vérifiant, clairement incontournable lorsqu'il s'agit d'aborder le secteur du bâtiment et plus largement le secteur de la ville. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à faire, surtout en ce moment, quand on voit la composition du gouvernement. On se retrouve dans quelques instants justement pour une seconde table ronde que je vous propose, tout aussi riche sur un nouveau sujet qu'on va appeler le sujet green, sur lequel on va débattre cette fois-ci de comment construire ensemble des bâtiments de demain pour réussir cette transition écologique et environnementale que nous souhaitons tous de manière collective. Je voudrais remercier les participants de ce plateau. Un grand merci à vous, Ronan Blanchard. Je rappelle que vous êtes le président du directoire du groupe Rector Le Sage. Je dirais qu'un mot, revenez, hein, d'accord. Merci en tout cas de votre éclairage. Chaque fois que vous nous inviterez. Et de votre passion, parce que justement, on sent en fait l'accent de la passion dans vos paroles, et je pense qu'on en a tous besoin. Il y a quelque chose de très résilient dans ce que vous dites. Un grand merci. Voilà, j'étais très heureux et très honoré de recevoir Sophie Berthellier sur le plateau. Je rappelle que vous êtes architecte, fondatrice de l'agence d'architectes SBBT Architecture, membre de l'Académie d'architecture et, on ne va pas bouder notre plaisir, lauréate du prix 2017 de Femme Architecte. Voilà. Un grand merci également à Stéphane Delomo. C'est toujours un plaisir de nous avoir sur le plateau, directeur marketing et commercial de Ciment Calcia. Merci aux équipes techniques, merci à tous ceux qui nous ont permis de faire ce programme. Likez, commentez, avec toujours beaucoup de bienveillance. On est toujours très attentifs, et d'ailleurs la vitalité d'une bonne démocratie, c'est le débat et les échanges d'idées. À tout de suite. La RE 2020, véritable accélérateur de transition énergétique, une table ronde en partenariat avec Ciment Calcia sur Radio Imo.